Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et sa belle voix rocailleuse aujourd'hui qui vous enregistre sa petite capsule d'introduction avant un épisode avec une invitée que je vous présenterai tout à l'heure. Mais effectivement, voix rocailleuse, à force de courir avec les cuisses à l'air en short et un petit peu dégarni, j'ai attrapé un petit virus en ce long mois de janvier. Mois un peu terne, un peu triste. Beaucoup de grisailles, beaucoup de précipitations, beaucoup de vent également. Mais bon, il faut quand même sortir. Et sur ces 3 dernières semaines, j'avoue avoir enchaîné un grand nombre de séances. Donc cette semaine, c'est plutôt light. Je me la coule un petit peu douce. Il y a de l'endurance, des séances qui mêlent du renfort et un petit peu de course à pied, mais beaucoup moins d'intensité parce que la semaine prochaine, dimanche prochain, 5 février, ce sera le premier dossard de l'année 2023 que j'attends avec impatience, même si le parcours offrira des portions bien moins roulantes puisqu'elles seront dans les chemins, dans la terre et dans la boue. Donc j'espère que d'ici là, la météo va être clémente et nous accorder un petit peu de soleil pour assécher ces chemins, donc du côté de Jaune, à quelques kilomètres de mon domicile dans le Loiret. Alors j'espère que de votre côté, vos objectifs se poursuivent normalement, que vous arrivez à garder cette motivation, à garder de l'énergie, même si il y a un petit peu de morosité ambiante. Ce début d'année est pas simple pour tout le monde, de ce que j'ai en termes d'écho via les différents réseaux. Un petit coucou bien évidemment à toutes les personnes qui ont récemment rejoint les écoutes du podcast. Via Instagram, via Facebook, ça marche quand même plutôt bien. C'est en progression constante et la page vient juste de basculer sur Instagram à plus de 1000 followers. Donc merci aux personnes qui ont été des fidèles de la première heure, mais également merci à celles et ceux qui ont rejoint l'aventure du podcast depuis ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Le travail finit-il toujours par payer ? C'est la question posée à mon invité du jour parce que dans le domaine professionnel, dans le domaine scolaire, au contact de mes élèves, c'est une question que je me pose régulièrement. Dans le domaine sportif, est-ce qu'on peut appliquer cette formule ? Alors, avec Marine, alias Cours Petite Tomate, nous avons discuté autour de sa passion de la course à pied, mais également du cheminement qui a été le sien depuis ses débuts. Âgée de 29 ans, Marine réside dans la région bordelaise et a découvert la course à pied au lycée en préparation de son baccalauréat en sport. Avec son papa, elle parcourait chaque week-end 10 km. Depuis, avec un savant dosage, elle a intégré un club, ce qui a déjà été pour elle une première marge de progression. Ensuite, elle est passée par les crosses, par les compétitions de 5, 10 km, semi-marathon, allant même jusqu'au marathon. Elle a donc cheminé dans son parcours de sportive à raison de 2, 3, 4, voire 5 séances par semaine. Aujourd'hui, ce volume d'entraînement lui permet de préparer des courses beaucoup plus longues, allant jusqu'au marathon. Depuis peu, elle a expérimenté et découvert le trail, pour lequel elle éprouve un plaisir tout particulier. Lâchant les chronos et étant dans un état de contemplation de la nature qui lui apporte de nouvelles perspectives pour sa carrière de sportive amateur. En complément de sa pratique sportive, Marine est une adepte du renforcement musculaire. Mais elle reviendra sur une expérience qu'elle n'a pas du tout appréciée, à savoir un passage en salle de sport, en salle de CrossFit, et de quelques commentaires négatifs sur sa silhouette relativement frêle. Vous allez découvrir dans cette interview une jeune femme pétillante, pleine de vie, qui adore communiquer et transmettre aux autres ses expérimentations, ses entraînements, ses conseils pour que des débutants puissent se mettre à la course à pied. Elle anime une communauté grandissante sur les réseaux, elle y prend énormément de plaisir. Il est donc temps pour moi de vous laisser en compagnie de Marine, alias Cours Petite Tomate, une passionnée pour qui le travail paye, même en course à pied. Bonne écoute à vous. Bonjour Marine, merci d'être l'invitée du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Alors ton nom est revenu, alors pas ton nom,
Ton pseudonyme sur Instagram est revenu à de nombreuses reprises suite à une story que j'avais pu faire sur les réseaux et on m'a dit il faut, Seb, que tu invites Cours Petite Tomate. Alors, bonjour Marine, mais on va revenir après sur l'origine de ce pseudonyme. Déjà, je te souhaite la bienvenue et puis je vais te laisser te présenter. Merci, je m'appelle Marine, j'ai 29 ans, j'habite à Bordeaux et je cours un petit peu, voire beaucoup, ça dépend. Je cours en club d'athlétisme, sur Bordeaux. Alors, d'où vient ce pseudo de Cours Petite Tomate? C'est que tu finis rouge comme une tomate à la fin des séances? Alors, ça pourrait être ça, mais en fait, ça l'est pas du tout parce que je suis pas rouge. Tout le monde me demande en fait, est-ce que c'est par rapport à ça? Pas du tout. C'est juste parce que je cours, parce que je suis petite et parce que j'aime les tomates. Voilà. Il y en a beaucoup, beaucoup qui me demandent et en fait, quand je sors cette phrase, c'est peut-être décevant, mais voilà, c'est la vérité. On s'attendait à quelque chose de plus relevé, mais non, voilà, tout simplement, on associe les trois. C'est ça, voilà. Alors, qu'exerces-tu comme profession du côté de Bordeaux? Alors, pour faire simple, je travaille dans une banque et je suis ingénieure informatique. Donc, c'est toi qui gères la sécurité de nos comptes bancaires. Donc, grâce à toi, on peut faire des paiements, acheter des chaussures de course à pied sur n'importe quel site en toute sécurité. Alors, je sais pas si c'est exactement ça, mais voilà, concrètement, c'est dans une banque et c'est dans le secteur de l'informatique, ouais. Ton lien avec la course à pied, Marine, ça remonte à quand? Tu as toujours couru? J'ai débuté la course à pied au lycée dans l'optique en fait de préparer le bac de sport au lycée et j'ai commencé la course à pied avec mon père. Donc en fait, on faisait 10 kilomètres chaque semaine. Le dimanche matin, on partait faire 10 kilomètres en footing tranquille et j'ai commencé à aimer ça. Souvent, en fait, quand on débute l'EPS à l'école, on aime rarement ce sport et on aime rarement la course à pied. Ben, moi, je me suis directement retrouvée dans ce sport. J'ai beaucoup aimé. Avant, j'ai commencé par du judo quand j'étais petite. J'ai fait de l'équitation. Et ensuite, je suis passée par le basket. Et c'est vraiment quand j'ai débuté la course à pied que je me suis rendu compte que c'était mon truc, voilà, comme on dit, mon sport, celui dans lequel je me sentais 100% à l'aise et où même parfois j'allais à la rencontre des autres, je parlais beaucoup plus, j'étais en fait 100% moi-même, je dirais, quand j'ai débuté ce sport. Et ensuite, en fait, j'ai continué à courir vraiment petit à petit. Ça s'est vraiment fait petit à petit. Je reçois beaucoup de messages qui me demandent comment j'ai fait pour progresser autant. Mais il faut savoir que j'ai commencé il y a 10 ou 15 ans, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et ensuite, je suis partie à Clermont-Ferrand pour le début de mes études, où j'ai fait l'IUT informatique. Et là, du coup, je suis rentrée dans le sport universitaire, où j'ai eu beaucoup de chance parce que le sport universitaire, c'est vraiment pas cher et c'était top. On avait le stade où s'entraînaient des athlètes, mais où s'entraînait également le club d'athlétisme. Donc, on était vraiment ultra bien encadrés. Et j'ai découvert les premières séances VMA, les premières performances, on va dire, les premières compétitions. Et là, je faisais un entraînement par semaine et un autre avec mon père, du coup, le 10 km, le footing du dimanche. Et voilà, pour aller plus loin, ensuite, je suis partie à Bordeaux. Pareil, là, à Bordeaux, j'ai voulu retrouver un petit peu un encadrement comme j'avais à Clermont. Et là, je suis entrée dans un club d'athlétisme et je suis passée petit à petit durant ces 10 ou 15 ans à 1 ou 2 fois par semaine, maintenant jusqu'à 5 fois par semaine avec en plus, je peux rajouter du renforcement musculaire. Tout ce travail invisible que l'on ne voit pas mais qui permet justement d'enchaîner et d'avoir cette régularité dans les séances. De ces premiers pas en course à pied, qu'est-ce que tu retiendrais? C'était les crosses peut-être au niveau du collège? Parce que moi, j'aimais pas du tout ça. Si je pouvais faire un tour de moins et me cacher, c'était bien souvent la journée à ne pas cocher sur le calendrier parce que je n'aimais pas courir. Comment toi, tu as petit à petit eu ce goût pour la course à pied? Parce que d'autres sports auraient pu te l'apporter, tu l'as dit, hein, judo, équitation, basket. Le fait d'être vraiment à l'extérieur et de te dépasser, c'était ce qui te plaisait?
Alors déjà, pour revenir au cross au collège ou au lycée, moi j'ai eu la chance de ne pas connaître les crosses du collège et du lycée. Donc voilà, c'était peut-être bien pour moi parce qu'au moins ça s'est bien passé, j'en ai pas eu. Et ensuite le reste, oui, je pense que déjà j'ai beaucoup aimé le fait d'être en nature, d'être à l'extérieur. Je me rends vraiment compte qu'à un moment donné, j'ai voulu tester par exemple les salles de sport ou même acheter durant le confinement un tapis de course. C'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi. Je suis faite pour faire un sport en extérieur, même quand il pleut, même quand il fait froid, ça me gêne pas du tout. Et comment j'ai aimé la course à pied? Je pense que c'est venu naturellement. Déjà dans le basket, j'avais peur en fait de faire des bêtises, de pas faire les bonnes choses, de faire perdre mon équipe. Alors qu'en course à pied, on est solo et on court contre soi-même et contre ses performances. Et je pense que c'est le côté de la course à pied que j'ai aimé. Et puis il y a aussi cette liberté en course à pied. Je peux en faire quand je veux, je peux partir en voyage et puis au final, je peux découvrir, me lever tôt et découvrir une ville en courant. Il y a tout cet aspect en fait de liberté, d'un côté un petit peu méditation où quand on fait une séance à fond, quand on fait une séance VMA, on pense que à ça et ensuite on est libéré. Voilà, je pense que tous ces côtés m'ont plu dans la course à pied, c'est pour ça que je suis encore là en train de courir. Ce côté méditatif et plaisir, Marine, au début, quand on pratique la course à pied, on ne l'a pas tout de suite. Ça vient progressivement. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui débutent? Parce que tu dois avoir des personnes qui viennent te solliciter. C'est la progressivité que l'on va mettre en avant? Ouais, c'est surtout la progressivité et il y en a beaucoup, je pense, et c'est normal, hein, comme tout le monde, on veut progresser très rapidement et certains progressent beaucoup plus vite que d'autres et c'est difficile en fait à encaisser. Moi, j'ai progressé à mon rythme. C'est pas un rythme très élevé. Il y en a qui commencent à faire des 10 kilomètres et qui vont faire du 45 minutes ou du 50 minutes dès le premier 10 kilomètres. Moi, j'ai absolument pas fait ça. Je crois que j'étais à 1h10 à peu près à mon premier ou 1h15. Donc voilà, j'ai beaucoup progressé avec le temps. Le principal, c'est de pas se dégoûter, d'avoir une routine, on va dire. Moi, j'aime beaucoup avoir une routine en course à pied. Comme ça nous permet en fait de garder la motivation. Et je rajouterais pour débuter, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être encadrée. D'être encadrée dans un premier temps avec le sport universitaire et maintenant avec mon club d'athlétisme. Sur ce sport universitaire, vous étiez sur quel type de compétition? Uniquement sur de la piste ou il y avait peut-être des parcours un petit peu plus nature avec des trails, des crosses peut-être? Alors moi, comme j'habitais à Clermont-Ferrand et que je m'entraînais là-bas, on n'a pas commencé avec les crosses. Alors je ne me rappelle plus pourquoi. C'est sûrement parce que c'était pas un club d'athlétisme propre, mais plus un sport universitaire. Mais par contre, j'ai commencé par des petits trails ou des 10 kilomètres. Par exemple, le 10 kilomètres de Clermont, j'ai aussi fait des 5 kilomètres pour débuter. Voilà, c'était vraiment ou de la route ou des courses nature, pas spécialement du trail de très haut niveau, mais plus des petites courses entre 5 et 15 kilomètres. Aujourd'hui, ton cœur penche pour quoi? La route, les crosses, le trail? Alors, c'est compliqué de choisir. Ou est-ce que ça se complète et que les trois, tu y trouves ton compte avec des aspects et une pratique totalement différente? Exactement. Et je pense que c'est pour ça que je suis encore là et que je cours encore. C'est parce que j'essaie au fur et à mesure de trouver mon équilibre dans cette discipline. Et on peut faire en fait beaucoup de choses en course à pied et en athlétisme. Donc moi, en fait, je divise maintenant, et c'est quand même tout neuf depuis l'an dernier, mon année en 3. De début janvier à février, jusqu'à mars parfois, je fais des crosses l'hiver avec mon club d'athlétisme. Ensuite, je pars sur généralement un semi-marathon et un marathon, donc aux alentours de mars, avril, mai. Et ensuite, maintenant, depuis l'an dernier et cette année, je souhaite encore faire ça, de partir sur du trail. J'ai essayé pendant 2 ans le triathlon. Ça m'a plu, mais en fait, je me rends compte que quand je faisais de la natation puis du vélo, ce que j'attendais
j'attendais une seule chose, c'était la course à pied. Donc je me suis dit pourquoi je fais ce sport. J'aime beaucoup le cyclisme et la natation, mais je reviens tout le temps quand je teste un autre sport à la course à pied. Donc je pense que c'est ce que j'aime réellement. Et en testant le trail, j'ai découvert une autre façon d'aimer mon sport. Donc voilà. Comment se divise un petit peu mon année? Bien sûr, je fais une pause. J'essaie de la faire ou en août ou un peu plus tard, en septembre, octobre, à voir en fonction de mes objectifs. Et en fin d'année, on redémarre une réathlétisation à chaque fois avec mon groupe. Tu disais c'est nouveau depuis l'année dernière. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'il y a quelqu'un qui t'a pris en main pour un encadrement un petit peu plus poussé, ou c'est dans ton club que tu as réussi à avoir cette structuration de ton année sportive? Alors c'est déjà grâce à mon club que j'arrive à avoir cette structure un petit peu de commencer les crosses, puis ensuite de la route. Et normalement ensuite, après généralement ils font 10 kilomètres ou un semi. Ensuite ils passent sur de la piste. Alors ça c'est propre bien sûr à chaque club. Moi ça se passe comme ça dans mon groupe d'athlétisme. Et généralement on passe sur de la piste. Et moi j'ai testé et j'ai jamais aimé la piste. J'ai vraiment jamais aimé la piste. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que aller chercher tout le temps un chrono et tout le temps aller chercher une performance, j'en avais plus trop envie. Et le fait de passer sur du trail, que je ne regarde absolument pas mon chrono, ça m'a fait énormément de bien l'an dernier. Donc c'est pour ça que je change un petit peu cette année aussi, au bout de 2 ans là de trail. Ça va être ma deuxième année où je passe sur du trail aux alentours de mai-juin, pour redécouvrir un petit peu mon sport et redécouvrir un petit peu ce plaisir que je peux avoir également sans la performance. Parce que sur la route, c'est vrai qu'on est tenté de regarder le chrono, même sur semi et marathon. Il y a toujours, pour un plan, on va se donner des objectifs pour travailler nos allures cibles. Ça, c'est pas quelque chose que tu apprécies. Donc, on te verra moins sur la piste que sur des chemins ou sur des sentiers. Alors, j'apprécie toujours. J'apprécie toujours avec le cross, par exemple, en allant chercher une place sur une course. Et j'apprécie encore sur le semi et le marathon. Je pense que je suis pas encore arrivée je sais pas si j'ai un objectif ultime en tête, mais j'aimerais encore progresser sur ces distances, le 10, le semi et le marathon. Je pense encore quelques années, après à voir si j'apprécie encore ou pas. J'aime beaucoup cette prépa, le fait d'être discipliné, le fait d'avoir vraiment une préparation à tenir et des séances à tenir et à réussir. Et ensuite, vraiment, l'objectif final est arriver à chercher un chrono. Alors, bien sûr, en étant amateur, je suis pas professionnelle. Et ensuite ce côté où je lâche le chrono, où l'été arrive et où je passe sur du trail et où là c'est un peu plus détente, mais j'aime beaucoup les deux côtés. Et je pense que quand on parle de courir pour le plaisir, la performance peut également rentrer en compte. Dans une préparation jusqu'à un objectif, que ce soit sur route ou sur trail, est-ce que c'est le parcours que tu vas faire qui t'anime, ou est-ce que c'est vraiment la réalisation finale? C'est compliqué. Je pense que c'est un mélange des deux. Quand on arrive sur la ligne de départ d'un semi ou d'un marathon, on a toujours un petit peu cette boule au ventre de j'ai fait toute cette prépa, j'ai réussi à faire toute cette prépa et j'en suis là maintenant et voilà, il y a plus qu'à courir. Donc au final, toute la course est déjà faite. Il n'y a plus qu'à maintenant courir, mais je pense que c'est les deux. J'adore les deux côtés. Le fait de parfois galérer, parfois c'est compliqué en fait la prépa. Je l'ai vu notamment dans ma prépa il y a 1 ou 2 ans pour mon marathon de Rotterdam, où c'était pas toujours évident, où je suis partie en vacances et au final je trouvais ça compliqué d'avoir une prépa marathon à gérer plus des vacances au final où je voulais quand même me reposer. Et c'est pas évident quand on est en vacances, partir pour une séance de 20-25 kilomètres. Voilà, donc tout ça, c'est le chemin pour arriver jusqu'à l'accomplissement qui est la course. Et la course, bien sûr, c'est magique après quand on y est, quand ça se passe bien. Alors, ton plus bel accomplissement en course, si tu devais ressortir dans tes nombreuses compétitions, nombreux dossards, qu'est-ce que tu relèverais? Alors, déjà, je pense que j'ai pas fait beaucoup de courses, on va dire,
exceptionnel. Enfin, je c'est pas bien de dire ça, mais je me suis beaucoup concentrée sur les chronos et du coup, j'ai fait beaucoup de courses, 10 kilomètres, 5 kilomètres, quelques courses sur piste et quelques semis. Mais j'ai rarement fait en fait des challenges où je me suis rarement lancé des challenges. J'ai un peu plus envie au fur et à mesure, mais je pense que l'accomplissement, ça a été mon deuxième marathon parce que j'en ai fait que 2 depuis. Et j'adore pourtant cette distance qui a été le marathon de Rotterdam où j'ai beaucoup aimé la prépa, j'ai beaucoup aimé la course et dans le trail, ça va être la MCC pendant la semaine de l'UTMB où j'ai adoré ce format. J'étais pas spécialement préparée pour ça. J'y suis un peu allée en mode c'est pas grave, je marcherai toute la course sinon, et au final je l'ai quand même bien vécu, même si c'était très compliqué psychologiquement, mentalement et physiquement, mais en fait j'ai envie de retourner au charbon et ça m'a donné envie de découvrir encore plus ce trail. Parce que du côté de Bordeaux, en dehors de la dune du Pilat, côté relief, ça doit être difficile de se préparer au trail. Comment tu organises justement tes prépas quand il s'agit d'axer le travail sur la préparation estivale avec les trails? Alors justement, c'est pour ça que je dis que je m'étais pas énormément entraînée pour la MCC l'an dernier. C'est parce que c'est très compliqué à Bordeaux, surtout que moi je suis d'un côté où il y a aucune côte, où il y a pas du tout de dénivelé, donc il faut aller un peu plus loin, il faut aller chercher le dénivelé. Et quand on va chercher le dénivelé, il faut faire faut un peu tourner en rond, quoi. Donc c'est pas évident et c'est pas très passionnant. Moi, ce que je fais beaucoup avec mon entraîneur, ce qu'on a mis en place, c'est faire des séances de côte, déjà, ultra important. Et en plus de ça, de faire des séances de renfo, que j'avais pas l'habitude de faire. Je me plaignais tout le temps sur le renfo. Et au final, je trouve que c'est quand même ultra important. Donc là, maintenant, j'en fais 2 fois. Peut-être par semaine, peut-être que je rajouterai une 3e fois par semaine quand je préparerai le trail, mais c'est quelque chose d'ultra important. Et en fait, j'allais faire un footing, je revenais, je faisais une séance de renfo et je repartais pour courir. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis préparée sur du plat. Est-ce que tu penses peut-être intégrer des week-ends chocs comme l'appellent les trailers, c'est-à-dire d'aller là du côté peut-être des Pyrénées ou remonter du côté du Massif central pour trouver un petit peu de dénivelé, parce que ce qu'on appelle le pied chez les trailers, on l'a pas forcément. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt adepte de la route, et le dernier gros trail que j'ai pu faire sur Brive, j'ai fini chez les pompiers. Et donc j'ai mis de côté définitivement cette pratique-là, mais je pense qu'il y a besoin d'aller se confronter au terrain quand on veut aller sur ces reliefs escarpés avec de la pierre, avec des racines, et habituer ton pied, ça passe peut-être par ces week-ends-là. Totalement. Ce qui a été compliqué dans mon trail donc de 40-42 km avec la MCC, ça a été les descentes. En fait, je n'avais absolument pas idée que les descentes, ça allait être compliqué pour moi, malgré que je l'ai peut-être un peu entendu parfois. Mais en fait, ça a été le pire moment de ma course. Je suis arrivée tout en bas quand on a descendu, je sais plus, pendant 10 ou 20 kilomètres, je me rappelle plus. Je n'en pouvais plus, c'était affreux. Je me suis vraiment rendu compte que là, il me manquait de l'entraînement. Et oui, alors peut-être si je prévois de faire un peu plus de 40 kilomètres, une course plus grande que 40 kilomètres, oui, j'irai faire des week-end chocs, donc ou par exemple dans le Pays Basque avec la Rune, ou sinon mes parents habitent en Creuse, donc dans la Creuse, donc voilà, aller faire des petits trails ou des petites sorties dans les bois. Je pense que ça peut être totalement bénéfique. Je crois qu'il y a le trail du Loup Blanc qui est réputé dans la Creuse et qui permet justement de trouver des conditions aussi hivernales et parfois compliquées. Je l'ai fait, donc c'est pour ça. Je l'ai fait et ça s'est bien passé, mieux parce que c'est pas de la haute montagne comme à Chamonix, donc j'ai plutôt apprécié et voilà, ça s'est bien passé malgré un temps quand même à je sais plus combien il faisait, -3, -4, assez froid. Et pour revenir sur les trails, celui que j'avais adoré, c'était le trail en Turquie, en Cappadoce, que j'ai pu faire, où j'ai adoré ce trail parce que pareil, c'était pas de la haute montagne, et on a fait
40 km, il me semble 38. Et il n'y avait pas énormément de dénivelé comme la MCC. Et au final, j'ai adoré cette course. Voilà. Pour revenir, Marine, sur ces difficultés en descente, c'était lié à quoi? De la peur ou musculairement, tu n'étais pas habitué et préparé à ce type d'effort? Parce qu'on dit en descente, ça va être facile, il y a juste à se laisser aller et à se laisser porter, mais c'est pas le cas. Ouais, c'est clairement musculairement. Parce que maintenant je le vois, ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs sur mes séances maintenant qu'on fait en côte et quand on veut descendre un peu plus rapidement à l'entraînement, je vois que j'ai plus du tout peur. Alors je sais pas si c'était déjà le cas avant parce que musculairement ça allait pas trop donc je descendais pas ultra rapidement, mais je l'ai vu sur le trail du Loup Blanc où maintenant j'ai plus trop peur en descente. J'y vais, je mets même un peu de vitesse, mais voilà, mon problème c'est encore musculairement et je pense qu'il faut que je progresse un petit peu à ce niveau-là. Alors, est-ce que tu crois que là, il faudra pas passer par la salle de sport pour aller sur des machines où on a une résistance, une charge, plus que le poids de corps que l'on peut faire chez soi avec les outils, les élastiques, les kettles que l'on peut trouver? Totalement, oui. Pour l'instant, en fait, moi, je lance une vidéo YouTube tout simplement et je fais mes 20 minutes de renfo 1 ou 2 fois par semaine. Donc, c'est assez basique pour le moment et c'est pas propre non plus à la course à pied ou au trail. Mais oui, je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être passer par la case salle de sport. Je sais qu'on le fait déjà à l'entraînement. Il y a une séance toutes les 2 semaines, donc c'est assez rare. Et comme je m'entraîne déjà beaucoup, j'ai pas spécialement le temps d'y aller. Il faut faire des choix. Donc j'ai fait le choix pour le moment de pas y aller. Mais je pense que si je prépare une course, comme je disais, plus haute que 40 km, je pense qu'il faudra que vraiment je mette en place des choses, et notamment en salle de sport. La salle de sport fait peur parfois aux femmes parce qu'elles se disent si on va sur les machines, on va gonfler, on va prendre du muscle et c'est pas très beau. Alors que finalement, ça renforce quand même toutes ces chaînes articulaires, notamment les ischios, les quadris qui sont bien utiles pour descendre sur les pentes des trails auxquels tu pourras participer. Moi, en salle de sport, alors j'ai jamais eu peur de prendre du muscle, tout simplement parce que j'ai essayé à un moment donné de me mettre à la salle de sport ou de faire des entraînements de CrossFit. Et au final, je me suis rendu compte que ça avait pas spécialement changé mon corps, en tout cas énormément. J'ai pas pris énormément de cuisses, j'ai pas pris énormément de bras. Et puis d'ailleurs, je trouve ça assez beau sur les femmes, donc voilà, ça me gêne pas tant que ça. Et voilà, j'ai eu cette période vraiment où j'allais au CrossFit, où j'allais à la salle de sport, mais c'était pas spécialement dans le but de progresser en course à pied, mais dans le but de changer mon corps. Et ça, j'ai compris au fur et à mesure que voilà, j'étais fine, j'étais mince et que c'était plutôt un atout pour la course à pied. Donc au final, maintenant, j'apprécie comme je suis et voilà, c'est très bien comme ça. Alors, Marine, tu parlais de routine en début d'épisode. Quelles sont finalement tes semaines types? Est-ce qu'elles existent? Est-ce que tu as des ingrédients fondamentaux à mettre chaque semaine dans ton menu de coureur à pied? Oui, alors j'ai une semaine type et je pense que c'est pour ça que je suis aussi régulière parce qu'en fait c'est intégré dans ma routine et je n'ai pas le choix de pas y aller. Enfin, j'ai bien sûr le choix, mais en fait c'est tellement dans ma routine que je ne pense même plus, je me pose même plus la question est-ce que j'ai envie ou non, j'y vais. Donc le lundi généralement il n'y a pas d'entraînement, il n'y a rien, donc je fais du repos. Le mardi, c'est une séance à l'athlétisme. Donc là, généralement, on fait une séance sur piste, une séance VMA à 18h30. Ensuite, le mercredi, je fais un footing. Ça dépend entre 40 minutes et 1 heure. Là, je le fais entre midi et 2, normalement. Ça dépend, mais l'été, ça peut être le soir, mais l'hiver, c'est généralement entre midi et 2. Le jeudi, pareil, entraînement à l'athlétisme à 18h30. Et là, ça dépend. Pas de séance sur piste, mais ça peut être du renforcement propre à la course à pied, de la PPG ou d'une séance sur pelouse, des petits fractios, etc. Pour le vendredi, je fais également un footing entre 40 minutes et 1 heure. On peut rajouter dans ce footing de l'actif, donc un peu plus rapide, par exemple 10, 20 ou 30 minutes. Et là, je vais faire, j'ai oublié le mercredi également, je fais mon petit renfo. Le vendredi, je fais également un petit peu de renfo.
Le samedi, c'est généralement repos et le dimanche, c'est la sortie longue. Donc, ça dépend ce que je prépare. Quand ça va être les crosses, ça va être sortie longue mais spécifique cross. Et si je prépare par exemple un marathon, ça va être spécifique marathon. Oui, la sortie longue du dimanche que l'on peut faire à un autre moment. Si vous avez un jour de repos dans la semaine, Oui. elle n'est pas forcément, mais c'était l'objet d'un post que j'ai mis la semaine dernière, c'est la Ok. sortie longue du dimanche peut se faire à un autre moment que le dimanche. Il n'y a pas de souci. En termes de volume, est-ce que tu cours beaucoup plus que à une certaine période dans tes débuts peut-être, où on est euphorique, on se dit on va y aller tous les jours courir sans avoir vraiment de structure, ou est-ce que tu es dans un volume à peu près similaire? Il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui vont borner beaucoup et moi, je serais peut-être plus sur du qualitatif avec des séances peut-être plus nombreuses, mais sur un temps un petit peu plus court. C'est ça. Alors, mon entraîneur, c'est pareil, c'est plutôt qualitatif. Il regarde pas spécialement le nombre de kilomètres. C'est vrai que c'est difficile en étant coureur parce que on se fixe beaucoup des objectifs kilométriques. Et comme par exemple, quand on regarde Strava, on regarde le nombre de kilomètres qu'a fait une personne et on se compare à l'autre personne. Et c'est vrai qu'au début, je me suis souvent rappelé que c'était pas parce qu'une personne pouvait faire 60-70 kilomètres pour sa prépa marathon qu'elle allait courir peut-être plus vite que moi, qui allait en faire moins. En termes de kilomètres, je suis à environ maintenant entre 40 et 55 kilomètres par semaine, ce qui, pour courir 5 fois par semaine, ce qui n'est pas non plus énorme en courant 5 fois par semaine. En prépa semi ou marathon, bien sûr, je monte un peu plus. Mes plus grosses semaines ont été 70 ou 75 kilomètres dans ma vie. Voilà, j'ai jamais fait plus. Peut-être que là, en préparant un semi ou marathon, je vais peut-être être aux alentours de 80 kilomètres, je sais pas. Mais j'augmente seulement lors de prépa spécifiques. Mais sinon, toute l'année, je suis aux alentours entre 35 et 55 kilomètres environ. Alors, le côté routine, moi, je trouve qu'il a tendance parfois à être un peu pris de façon péjorative. Je sais pas si tu le partages. On me dit souvent, Seb, quand tu vas courir le matin à 6 heures, t'as du courage, t'as de la motivation. Mais là aussi, je te rejoins, ça fait partie d'une routine. Enfin, je sais que moi, le mardi matin, 6 heures, 7 heures, il y a une séance. Il y en a d'autres dans la semaine que je fais avec mon groupe et avec mon club. Mais de pouvoir caler dans son emploi du temps, tu n'as jamais de baisse de motivation. Ce que tu disais tout à l'heure, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, chaud, froid, quel que soit le temps, tu y vas. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que pour certaines personnes, ce mot routine, c'est assez péjoratif. Personnellement, pour moi, je suis quelqu'un qui est assez routinaire, où j'ai besoin en fait d'avoir des deadlines, enfin voilà, des choses dans mon agenda qui sont fixes. Et notamment, j'ai eu ça avec l'athlétisme, qui m'a beaucoup aidé à instaurer cette routine. Et en fait, comme tu le disais, j'ai pas le choix. Et en plus, je me pose même pas la question de si j'y vais ou non. Il y a mon entraîneur, il y a mon groupe qui est à l'athlétisme. J'y vais, point, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid. Et voilà, j'ai instauré ça. C'est peut-être plus dur quand on est solo, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, même les footings du mercredi et du vendredi, je les oublie pas. Et c'est même plus dur, par exemple, quand je suis en vacances, quand j'ai pas de routine, d'aller courir je me force presque à aller courir. Alors que quand j'ai ma petite routine, quand je travaille, au final, c'est beaucoup plus simple d'aller m'entraîner. Tu le disais, côté solo pour ce sport qu'est la course à pied, mais tu apprécies le côté club, le côté groupe. En cross, c'est pas comme le basket, mais tu joues quand même pour l'équipe. Donc, à toi de faire la meilleure des positions pour décrocher le meilleur classement pour ta team. C'est ça, je pense qu'il y a moins de pression sur le fait qu'on va faire perdre un match ou être mauvaise à l'entraînement, alors que en course à pied, c'est différent. Pareil, c'est un sport qui est très solo, mais à contrario, je trouve personnellement, quand on fait les séances de VMA sur piste, nous on est un groupe, on est avec à peu près le même niveau et en fait on se suit tous, on s'entraide tous et en fait ça devient presque un sport d'équipe et comme tu le disais en cross où il faut faire la meilleure place pour être classé avec l'équipe et c'est un peu ce côté solo mais également en équipe qui me plaît beaucoup dans la course à pied et notamment à l'athlétisme. En trail, on retrouve ce côté famille,
dans les pelotons, dans les hauteurs, où les gens vont tendre la main plus facilement que sur route, on tendrait plutôt le pied pour faire tomber le camarade? Alors, c'est deux choses différentes et également sur piste. Moi, j'ai vu beaucoup la différence sur la pression qu'on peut avoir en début de course sur piste, également en 10 km ou en 5 km sur route et également en trail. C'est totalement différent. En trail, en effet, je pense qu'on prend plus le temps de papoter avec les gens, de relever une personne ou de demander si la personne va bien parce qu'on est moins fixé sur le chrono, alors qu'en compétition et en 10 km ou en semi-marathon, c'est vrai que ça joue parfois le chrono, surtout quand on est dans des sas qui sont proches de l'élite ou un peu moins en amateur. Et oui, c'est vrai qu'il y a il y a cette petite chose, mais personnellement, si je vois une personne par terre aux 10 km, je vais m'arrêter. Enfin voilà, je suis amatrice et c'est pas grave si je perds quelques secondes sur mon 10 km, quoi. On l'a vu du côté de Valence, mais aussi à la corrida de Houille, où il y avait un départ avec un photographe qui était posé dans les 5-10 premiers mètres. Je pense qu'il avait rien à faire ici, et ça a occasionné d'énormes chutes. Alors quand on est à pleine vitesse et que l'on démarre, c'est pas la meilleure des choses pour entamer une course de façon sereine, en effet. Marine, pour ce qui est donc de ces objectifs de l'été, donc MCC, voire un petit peu plus haut, et sur la route, j'ai vu que tu t'étais inscrit pour prendre part peut-être aux 6 marathons majeurs. Ça, c'est un autre défi que tu envisages? Alors, le reel que j'avais fait, alors c'était une petite blague de mettre, voilà, je me suis inscrit aux 6 en même temps, mais oui, ce serait vraiment un objectif. Après, certains, c'est leur objectif un petit peu de vie de faire ces 6 marathons. Moi, pas du tout. C'est vraiment, j'en ai quelques-uns en tête. Dont par exemple le marathon de Londres, le marathon de New York. Vraiment, c'est les deux principaux qui me font rêver. Mais voilà, si je me lance pour cette quête des 6 marathons, peut-être que je les ferai. Mais en tout cas, c'est pas la principale, voilà, mon principal objectif de vie. Tu grèves derrière un côté découverte, voyage avec ces courses qui viendraient en bonus. Ouais, c'est ça. Oui, pour le marathon de New York, ce serait également de découvrir New York, mais également pour d'autres courses. Par exemple, il y a pas mal de trails qui font rêver. Il y a des courses sur route qui font rêver. Enfin, en fait, je suis pas fermée aux 6 marathons et je pense que, je sais pas, je verrai en fonction de si je suis qualifiée ou autre, si déjà c'est possible de les faire ou non. Sur un plan personnel, si on remonte à tes débuts, quel regard tu pourrais tirer sur ces 10-15 années de pratique? Est-ce que la course à pied a pu t'apporter au quotidien sur le fait de grandir et de progresser également en âge, en expérience, en qualité que tu aurais pu développer? Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est, on dit toujours que le travail paie. Et on se demande souvent concrètement en fait comment ça se passe et je m'en suis vraiment rendu compte avec la course à pied parce que moi je suis partie par exemple d'un semi-marathon en je me rappelle même plus 2h15 quelque chose comme ça pour arriver à un semi-marathon en 1h29 pour l'instant. Enfin mon chrono il a 1 ou 2 ans il me semble. Donc voilà, je vais essayer de passer en dessous maintenant mais voilà, et je n'avais aucune facilité, j'ai mis longtemps à progresser et j'aime ce sport et du coup j'ai continué et au final le travail paie parce que je me suis entraînée et j'ai eu les performances que je souhaitais avoir et surtout maintenant je cours pour le plaisir, pour également la performance et je me sens bien en fait par exemple sur des courses comme les semi-marathons. Et deuxième chose, ça a été la confiance en moi. Je pense qu'il y en a beaucoup peut-être qui commencent certaines choses pour reprendre de la confiance ou autre. Moi, j'ai découvert ce sport au lycée où j'avais peu confiance en moi et où j'étais quand même très timide et ça m'a permis de m'ouvrir aux gens vraiment, de me lancer par exemple et de m'inscrire comme quand je suis arrivée à Bordeaux dans des clubs où je connaissais personne et au final m'a dit
timidité a presque disparu grâce au sport parce que c'était vraiment quelque chose que j'aimais et puis on avait un lien en fait avec ces autres personnes qui étaient en club d'athlétisme. Et voilà, et le fait de croire en moi, de croire en mes objectifs, de penser que je vais y arriver, c'est encore difficile. Et il y a beaucoup de freins mentaux, je pense, même dans la course à pied. Mais voilà, c'est vraiment les deux choses, je pense, qui m'ont permis de progresser, on va dire, sur moi-même. Sur ce plan mental, tu as des axes d'amélioration. Tu souhaites peut-être t'entourer ou faire un travail sur toi-même pour bonifier encore ta pratique? Alors, j'aimerais beaucoup tester la prépa mentale. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. C'est quand même quelque chose qui est mis en place généralement pour les sportifs pros, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup tester, notamment pour préparer un marathon ou un semi ou un gros trail. Ça pourrait être ultra intéressant. Je l'ai pas encore mis en place, donc je sais pas si c'est bien ou non, mais c'est vrai que ça peut être une forme de progression et notamment avec le fait de vieillir entre guillemets, même si je suis pas vieille, mais le fait d'essayer et d'arriver à encore me faire mal sur des séances, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à faire. Enfin voilà, je sais pas si c'est progresser, mais en tout cas aller chercher encore plus loin. Et je pense que mon mental joue énormément là-dedans. Et j'ai beaucoup, parfois à des moments, ma tête qui me dit pourquoi tu veux aller encore plus vite, pourquoi tu veux faire ça. Et j'aimerais bien voir en fait quels sont les freins mentaux à ça et essayer de progresser à ce niveau-là aussi. Je pense que c'est une grosse part de prépa. Si je reprends le discours d'Antea et de Cindy, de Nino, également de Denis Troc qui sont passés par le podcast, non, la préparation mentale n'est pas réservée aux sportifs pros. Il faut pas hésiter à aller frapper à la porte de quelqu'un qui est certifié, qui a tous les diplômes. Et je pense qu'on peut en tirer le plus grand bien, même toi sur des routines. On parlait de routines tout à l'heure pour l'entraînement. Je dirais qu'il faut faire exactement la même chose pour préparer avant un entraînement, avant une course, son esprit à aller souffrir, à aller batailler. Alors, sur ces séances qui te font un petit peu déconnecter et te dire pourquoi je fais ça, ce seraient lesquelles? Ces séances peut-être de pistes sur lesquelles il faut aller très vite? Ouais. C'est ça. Je pense que ce qui me déconnecte le plus, c'est les séances de piste. Parce qu'on a beau dire, quand on fait un footing, on ne pense pas trop, mais si au final en footing, moi, ma tête, elle est en ébullition, je pense tout le temps. Alors, parfois, je mets des podcasts, parfois, je mets de la musique. Quand je mets de la musique, je pense quand même beaucoup, même si j'en mets pas. Quand je mets des podcasts, je pense moins. Mais ce qui vraiment fait l'unanimité, c'est les séances de piste où là, c'est très compliqué de penser à autre chose que de mettre un pied devant l'autre et d'avancer et de regarder le chrono et de voir si tes sensations sont bonnes ou non. Donc vraiment, je pense que c'est les séances où on peut appeler ça une sorte de méditation dans le sport. Et je pense que c'est ce qui me fait également le plus grand bien, même si c'est ce qui me fait également plus de mal entre guillemets, où c'est le plus difficile. Alors après, on peut vite sortir de la séance si on s'aperçoit sur piste ou sur fractionné que l'on n'est pas dans les allures. Enfin, toi, c'est aussi l'outil connecté est très bénéfique, mais peut nous tromper un petit peu, je pense, qu'en étant à l'écoute de ces sensations. D'ailleurs, est-ce que tu es plus à l'écoute de ce que ton corps te renvoie ou est-ce que tu as toujours l'œil rivé sur la montre? Comment tu fonctionnes dans ton entraînement? Alors, j'ai été beaucoup chrono, on va dire. Enfin, je suis quand même assez rivée sur ma montre. Ça dépend en fait pour quelle sorte de séance. Pour mes footings, je ne regarde absolument pas l'allure. Et ça, je pense que c'est bien d'avoir fait ça parce qu'il y en a beaucoup qui regardent l'allure même sur footing. Et en fait, là, ça devient totalement fou. On regarde en fait tout le temps la progression, la performance. Moi, c'est pas du tout le cas. Mes séances de footing, elles sont là pour sortir, pour m'aérer l'esprit et pour écouter un podcast ou autre. Et ensuite, sur séance sur piste, bien sûr, on a des séances type avec un chrono à respecter. Et là, oui, bien sûr, je regarde souvent ma montre.
Mais ce qui est bien, je suis quand même à l'écoute de mon corps et je me connais depuis des années. Et en fait, j'ai pas besoin de regarder toutes les 50 ou tous les 100 mètres. Je sais que si je dois faire un tour en tant de temps, je vais normalement y arriver ou être à quelques secondes près. Donc voilà, je regarde quand même le chrono pour progresser et faire une bonne séance, mais je suis pas rivée tout le temps. Et notamment, ça m'a fait du bien en trail. J'ai pris ma montre, mais je l'ai retournée, voilà, comme certains le font, où je l'ai mis de l'autre côté, et j'ai absolument pas regardé mon chrono à ce moment-là. Donc ça dépend vraiment en fonction des compétitions et des séances. Sur un plan alimentaire, on l'a compris, Marine, des tomates et des tomates. Est-ce qu'il y a que ça qui te fait avancer? Est-ce que tu as une sensibilité particulière et tu accordes une importance à l'alimentation, justement, dans cette routine d'entraînement d'un côté, derrière, il faut faire peut-être aussi des efforts ou avoir quelque chose de structuré pour ne pas se blesser, performer et enchaîner semaine après semaine les entraînements et les compétitions? Alors, côté alimentation, je me prends absolument pas la tête. Je ne fais pas en fonction de mon sport. Après, je suis quelqu'un qui aime manger équilibré, qui aime consommer local et qui n'est pas dans l'excès. Naturellement, c'est vraiment, enfin, je me force pas en fait. Et quand j'achète, peut-être une boîte de gâteaux, je vais mettre une semaine, 2 semaines, 3 ou 4 semaines à la manger. Je vais prendre un gâteau par-ci, un gâteau par-là et pas toute la boîte. Je suis comme ça et c'est plutôt pas mal déjà d'être naturellement, on va dire, comme ça. Et ensuite sur le plan alimentaire, donc j'essaie de manger le plus de fruits et légumes possible. Faut savoir que quand même je mange beaucoup de pâtes ou de riz comme un bon coureur. Pâtes à la tomate, riz à la tomate, ouais. tomate mozza, tomate farcie. On peut le décliner. Voilà, l'été, j'ai du mal parce que je mange beaucoup de tomates quand même, mais c'est bon pour la santé, donc il y a pas de souci. Mais non, je me prends pas la tête et au final, je sais pas très bien cuisiner, donc je cuisine des choses simples. Je me fais des légumes au cuit-vapeur ou à la poêle. Je me fais du riz, des pâtes, du boulgour, peu importe, et avec des protéines. Donc ça peut être des protéines animales, mais également beaucoup de protéines végétales. Et voilà. Et je mange rarement de dessert parce que j'aime pas spécialement les yaourts ou que je les digère pas. Donc je mange un fruit. Et voilà. Et après c'est vrai que par contre je mange pas tout le temps bien. Et justement c'est pas mal aussi de faire des excès et voilà, ça m'arrive de faire des burgers, je mange beaucoup de pesto, je mange beaucoup de sauce aussi tomates. Je mange pas beaucoup de bonbons ou de gâteaux parce que je suis plutôt salée. Voilà, j'essaie de faire un petit déj maintenant salé au lieu du sucré. Donc ça me permet également de bien digérer. Je préfère ça d'ailleurs. Avant j'étais beaucoup sucrée le matin, mais maintenant je préfère vraiment le salé. Donc une tartine de fromage, une tartine d'avocat. Ça va faire plaisir à Fabrice Kuhn. L'épisode qu'on avait enregistré a radicalement aussi de mon côté changé l'alimentation du matin, basculant du très sucré vers quelque chose de plus consistant et plus salé, effectivement. Ouais, et j'écoute aussi beaucoup mon corps. Je me réveille, ça peut être à 7h ou 8h et au final, je n'ai pas spécialement faim. Donc, je vais boire un thé et par contre, je vais pas manger jusqu'à 10h. Et là, je vais me faire ma petite tartine, 1 ou 2 ou 3 tartines. Et je vais manger peut-être un peu plus tard, à 12h30, 1h. Et ça me convient totalement. Et pour les soirs, je fais pareil. Et bien sûr, je fais des excès. Et je n'ai pas du tout de cheat meal ou de choses comme ça. Je mange comme je veux. Si j'ai envie de 3 burgers dans la semaine, j'en mange 3. Et si j'en ai pas envie, j'en mange pas. Et puis voilà, quoi. Et sans culpabiliser quand ces burgers arrivent et se présentent. Non, et puis surtout, alors j'ai de la chance également. J'ai beaucoup de questions là-dessus, mais sur mon physique, je suis assez mince et je l'ai toujours été. En fait, c'est pas par rapport à mon sport. Bien sûr, je fais beaucoup de courses à pied, donc ça doit peut-être aider, ça doit contribuer. Mais j'ai toujours été comme ça, même avant la course à pied. J'ai toujours été fine et mon métabolisme est comme ça. Et je pense que je brûle peut-être un peu plus que les autres, voilà. Enfin, ça dépend du métabolisme de chacun, mais voilà, j'ai la chance de pouvoir manger, de pouvoir me faire
plaisir sans culpabiliser également, voilà, parce que je suis mince de base, même si parfois ça m'a voulu des commentaires négatifs. C'est ce que j'allais te demander, si tu avais eu des voilà. remarques, tu es anorexique, tu as des problèmes au Ouais, niveau de l'alimentation, tu exactement. devrais manger un petit peu plus. Ouais, tu as eu ce genre de commentaires. Oui. Dans la vie réelle déjà, par des personnes pendant mes études ou au lycée, tu dois arrêter la course à pied et tu dois manger des fast-food tous les jours. Voilà, ça j'ai eu des réflexions comme ça. Et justement, je te parlais de la salle de sport. C'est une des parties de ma vie sportive qui a fait que j'ai failli arrêter la course à pied, tout simplement parce que pareil, les gens me disaient que j'étais mince et je me trouvais trop mince. Et en fait, je voulais avoir un petit peu de muscles. Et changer de corps, et au final je me suis rendu compte que ça m'allait totalement mon corps, que j'étais en bonne santé, que je mangeais très bien, donc pourquoi changer par rapport à certaines personnes. Et sur les réseaux, oui, alors j'ai beaucoup de messages positifs, énormément. Il y a que quelques messages négatifs, et c'est surtout sur mon physique. Sur le physique de t'es trop mince, pourquoi tu cours, t'es anorexique, beaucoup de choses comme ça. Le premier message, j'avoue que ça devait être il y a peut-être 3-4 ans. Ça m'a mis quand même un peu mal, mais j'ai un tellement bon rapport avec la nourriture, avec mon corps maintenant, que j'en ai plus rien à faire. Vraiment, les messages sur le physique, c'est tellement facile, et je suis tellement bien dans mon sport, dans l'équilibre que j'ai avec mon alimentation, que ça me fait plus rien. Mais par contre, il faudrait vraiment faire attention aux personnes qui sont atteintes de TCA ou voilà de problèmes alimentaires, etc. Quand on reçoit ce genre de message, ça peut énormément blesser. Je vois pas à quoi ça sert en fait. Voilà. Le poids des mots et le regard des autres fait parfois plus de mal que la propre image que l'on peut avoir de soi. Et là, tu le dis, par les réseaux, ce premier message t'a fait mal. Aujourd'hui, tu arrives à prendre de la distance, même si tu disposes d'une communauté qui est quand même importante sur Instagram. Est-ce que tu peux relater et expliquer aux auditeurs comment cette communauté est née et comment aujourd'hui on suit Cours Petite Tomate? Alors ça a commencé, je crois, aux alentours de 2017. 2018, je pense que j'étais un peu plus active. Je suis, on va dire, un petit peu arrivée sur le tard parce que toutes les influenceuses, entre guillemets, sport étaient déjà là et avaient déjà 10 000 ou 20 000 abonnés. Moi, je suis un peu arrivée tardivement et j'ai commencé cette page Instagram parce que je découvrais Bordeaux. J'étais un petit peu solo dans mon sport et malgré mon inscription à l'athlétisme, je voulais rencontrer d'autres personnes parce qu'à l'athlé, on les voit 1 ou 2 fois par soir, mais on les voit pas spécialement pour aller manger, pour aller boire un verre, etc. Et du coup, je voulais rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est là où j'ai découvert d'autres assos de coureurs. Et en fait, je me suis pris au jeu de parler de ma passion sur les réseaux sociaux. Et du coup, depuis 2018, voire 2019 sérieusement, où je m'y suis mis régulièrement. Et au final, voilà, petit à petit, j'ai pris des abonnés. Ça a été vraiment au fur et à mesure. Il n'y a pas eu un événement qui a fait que ma communauté a été boostée. Et on me demande parfois quels sont les secrets, mais il y a vraiment aucun secret à ça. Je pense que c'est le travail paye. Énormément. Là, tu vas le dire, c'est voilà. Sur la longueur qu'on arrive à voir les résultats. Exactement, c'est sur la longueur qu'on arrive à voir les résultats, de faire quelque chose déjà qui passionne, comme la course à pied pour moi, de parler de choses qui nous passionnent et également de faire des formats qui nous passionnent. Et moi, ça a été un petit changement sur mon compte, ça a été le format Reel, les Reels qui ont vraiment boosté également ma communauté. Et j'adore ce format vidéo, un petit peu comme je fais sur YouTube, même si j'ai un peu moins de temps. Et voilà, ça a été ça qui a boosté jusqu'à aujourd'hui ma communauté. Qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils s'abonnent à ton compte? C'est ta personnalité, ce sont les produits que tu peux tester, mettre en avant, c'est ton énergie. Quels sont les retours que tu as par rapport aux abonnements et aux personnes qui t'envoient des messages?
Alors, c'est beaucoup de conseils, je pense, de conseils sur le matériel, mais également des gens qui veulent débuter leur première prépa, leur premier marathon, leur premier semi. Ça peut être aussi de la motivation. Beaucoup de gens, je pense, et comme moi, je suis sur Instagram, vont regarder la motivation, vont regarder les courses qui sont pas mal à faire, voilà, et qu'on connaît pas encore. Mais ça peut être beaucoup des gens qui se sont blessés et qui viennent me demander des conseils. Mais ça, je peux pas répondre et je peux juste leur donner mon sentiment ou moi, la seule fois où j'ai été blessée, mais surtout de relayer en fait et de leur dire d'aller voir en fait des médecins du sport, des ostéos, etc. Tu le disais, entre guillemets, influenceuse. Tu disais être arrivée un petit peu tard. Tu ne te considères pas comme une influenceuse? Euh, je sais pas. Si, parce qu'au final, j'influence quand même certaines personnes dans le sport. Donc, si on peut parler du mot influenceuse, mais j'ai toujours un peu de mal à me rendre compte du nombre de personnes qui me suivent. Je pense que c'est surtout ça le truc et le fait d'avoir confiance, un petit peu en moi sur ce domaine aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai parfois du mal à me dire qu'il y a vraiment actuellement, je sais plus, 47 000 personnes qui me suivent, quoi. Est-ce que cette mise en lumière, cette mise en avant sur les réseaux, sur ton profil, via des vidéos, via des photos, ça t'a donné confiance également? Oui, je pense que ça a contribué à ma confiance. Après, ça peut être dans les deux sens. Si on n'a que des messages positifs, ça va vraiment booster sa confiance. Et bien sûr, si on a des messages négatifs, même un message négatif sur 1000 messages positifs, on va vraiment être fixé sur ce message négatif. Moi, j'ai la chance de être assez positive dans la vie et au final, ça va me toucher 1 heure, 2 heures, puis je vais l'oublier. Donc ça va, c'est quand même assez bien. Mais oui, au fur et à mesure du temps, ça a vraiment été Instagram quelque chose de très positif pour moi. Tu as connu des rencontres, des personnes qui, sur un événement, sur une course, t'ont reconnu et sont venues te remercier, te saluer par rapport aux publications, aux posts qu'elles avaient pu lire? Oui, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, parce que ma communauté a progressé, on va dire, assez rapidement entre guillemets. Et oui, du coup, je l'ai découvert une fois pendant le semi de Paris, enfin d'ailleurs plusieurs fois pendant le semi de Paris. Voilà, sur des grosses courses. En temps normal, quand on me croise dans la rue en étant habillée normalement, je pense que personne m'a reconnu ou c'est assez rare. Mais par contre, sur des gros événements où il y a beaucoup de monde qui sont en lien avec la course à pied, oui, parfois je me fais reconnaître. Et c'est vrai que c'est génial parce que c'est des personnes qui sont ultra intéressantes où on peut papoter un peu avec la personne. Donc c'est trop bien. Mais j'ai du mal à m'habituer à ça et c'est pas naturel chez moi. Est-ce que ça t'a ouvert des portes, cette renommée et le fait d'avoir une communauté grandissante? Est-ce que des marques t'ont approché? Est-ce que des magasins se greffent à toi pour se servir? Et là, je mets encore entre guillemets, hein, Oui. ton image pour servir leurs produits ou leur magasin? Alors, ça m'a ouvert des événements. Ça m'a ouvert des portes des événements où j'ai été invitée sur plusieurs événements. Et ça, je trouve ça totalement fou parce que mon rêve ultime, si on m'avait dit un jour que j'allais parler, par exemple, à Saucony, à New Balance, ou que j'allais parler à l'événement comme l'UTMB, où j'allais pouvoir suivre des athlètes professionnels en étant au plus près avec des accréditations et pour le partager sur mon compte, j'aurais trouvé, ça aurait été mon rêve ultime. Donc je suis ultra contente d'en être arrivée là. Et oui, du coup, ça m'a ouvert certains contacts dans le running et j'en suis ultra contente. Et pareil pour des événements ou des événements qui me font rêver. J'ai eu la chance avec une des courses de UTMB, mais également en Turquie. Au final, c'est des souvenirs inoubliables et que j'oublierai jamais, quoi. Comment tu vois le développement de cette communauté? Toujours plus de vidéos, de partage? Est-ce que tu vas réduire ton temps de travail du côté de la banque pour
faire grappiller ton emploi du temps sur les réseaux, parce que ça doit t'occuper quand même quelques heures par semaine. Combien de temps tu y consacres? Alors j'ai jamais réellement regardé mon temps sur les réseaux, mais je mets une alerte au bout de 2 heures sur Instagram et en fait tous les jours presque elle est dépassée cette alerte. Donc bon, je suis beaucoup plus que 2 heures je pense sur Instagram, déjà rien que pour répondre aux messages et répondre aux commentaires. Ensuite il y a toute la création de contenu qui n'est pas sur Instagram et qui n'est pas comptée là-dedans. Comment je vois Instagram dans le futur? J'ai toujours envie de publier autant ou de créer du contenu dans ce que j'aime, c'est-à-dire faire des choses humoristiques un peu, mais également des conseils, des tests et les événements, partager tous les événements, les courses. Donc voilà, je compte continuer parce que j'adore ça. Ce qui me permettrait d'en faire plus ou du moins de pas réduire, c'est d'avoir des partenaires ou d'avoir un peu plus de partenariats que j'ai un peu moins en ce moment. Et ensuite, je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, mais comme je suis à 60% dans mon travail actuel en tant qu'ingénieur, ça me laisse un petit peu de temps, ça me laisse 2 jours et également le week-end pour préparer tout ça. Mais faut savoir que on se rend peut-être pas compte, même si c'est que du positif, c'est beaucoup de travail à côté. Et si j'avais encore plus de temps, je passerais encore plus de temps là-dessus. Voilà. Alors, la question qu'on pourrait poser, mais on pourrait me la poser également pour le podcast, pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu fais ça? Parfois je me le demande. Non, je pense que j'ai pris l'habitude, un petit peu comme la course à pied, je me pose plus la question. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais cette story? Est-ce que je la fais pas? C'est devenu naturel pour moi, naturel d'avoir des retours, naturel de demander des conseils à ma communauté, naturel de faire une photo et naturel également de partager toute ma prépa avec plusieurs personnes. Donc voilà, je fais ça vraiment parce que j'aime ça, parce que j'aime partager, parce que j'aime faire découvrir mon sport et tout mon univers à plusieurs personnes. Et en contrepartie également, j'aime moi aussi suivre d'autres personnes sur les réseaux et également suivre sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai ces deux plateformes sur lesquelles je suis la plus régulière. Quels seraient les athlètes qui sont pour toi des idoles, des personnes dont tu t'inspires? Alors il y a bien évidemment, je pense qu'il y a Kylian Jornet. Ensuite il y a Raynel que j'aime beaucoup. Alors c'est 2 choses différentes. Kylian, c'est vraiment pour les performances qu'il fait, le fait de faire rêver un petit peu tout le monde. Et ensuite, Raynel, c'est sur comment elle partage tout ça sur les réseaux. Elle est beaucoup plus présente sur les réseaux et en fait, je trouve que ça fait du bien d'avoir une personne qui est une athlète professionnelle qui partage son quotidien. Qui au final, en fait, elle partage un peu tout. Elle partage sa nourriture, elle partage ses problèmes, elle partage son stress, et ça fait du bien de voir une personne humaine, on va dire, et pas en fait, un athlète pro qui réussit tout et qui ne partage pas spécialement tous les à côté. Donc tu ne triches pas. Sur ton profil, c'est exactement la même chose. Il y a du positif, il y a du négatif, il y a les moments de joie, les moments de galère. Tout est montré. Il n'y a pas de choses qui sont enjolivées juste pour faire plaisir sur les réseaux. Non, et puis je vois pas le but en fait de pas être soi-même parce que de toute façon ça se voit directement. Je vois pas pourquoi je tricherais ou je vois pas pourquoi je ferais pas une séance et puis je partagerai une autre. Enfin voilà, non, je vois absolument pas l'intérêt. Après, je partage bien sûr beaucoup plus de positif que de négatif, mais je suis pas quelqu'un de négatif dans la vie, donc c'est pour ça que j'ai pas réellement non plus l'occasion de partager des choses négatives. Ce que j'arrive un peu moins à partager,
c'est par exemple les séances VMA ou les séances où c'est difficile. Il y a personne pour me filmer et je partage rarement les après-séances où on arrive et on est complètement fracassé, on va dire. Donc voilà, je partage un peu moins ce côté sur Instagram parce que j'ai pas l'opportunité de le faire, mais en tout cas, je le dis et je le montre également quand il y a une séance qui va pas. Alors justement, qui tient l'appareil photo sur les séances footing ou sur les sorties? Tu as un assistant de luxe? Ouais, un assistant de luxe qui s'appelle mon copain. J'ai pas encore assez de... Je ne gagne pas encore assez grâce au réseau pour avoir quelqu'un à mes côtés. Et oui, bah depuis très très longtemps, c'est mon copain parce que j'ai commencé mon compte Instagram alors que j'étais déjà avec lui. Donc il me connaît sans et avec les réseaux. Et oui, du coup, c'est lui qui est derrière l'appareil photo la plupart du temps, ou sinon c'est moi avec mon retardataire. Alors il en pense quoi? Il partage ta passion de la course à pied? Est-ce que vous êtes dans une relation de coureur et de coureuse? Alors, au niveau Instagram, il s'en fout complètement. Non, j'abuse un peu, mais il est pas du tout Instagram et il regarde, il me suit bien sûr avec son compte, mais il est vraiment pas réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je le mets absolument pas en avant. Je partage parfois nos baskets ou voilà des petites stories comme ça, mais je le mets pas du tout en avant sur mes réseaux. Par contre, je mets en avant quand même qu'on part courir ensemble. Et du coup, oui, il court avec moi. Il était avant, enfin, il faisait du rugby. Il était rugbyman et il a changé ça il y a, je sais plus, 3 ans, je dirais. Et en fait, il est venu petit à petit à mes entraînements. Il s'est très bien entendu avec mes coachs, avec les personnes qui étaient à l'athlétisme. Et au final, petit à petit, bah, il a arrêté le rugby et il est passé sur de la course à pied, ce qui n'est pas non plus très facile quand on vient du rugby parce qu'on est quand même assez lourd, on a de la masse quand même. Et au final, il a progressé assez rapidement, on va dire. Et au début, je l'ai pas très bien vécu. Et j'en parlais d'ailleurs avec une personne hier de la relation qu'on peut avoir avec son copain dans le sport. Moi, j'ai, on va dire, la chance d'avoir un copain qui a à peu près mon niveau, donc il n'est pas devant moi non plus, mais à certains moments, il a été devant moi. Et j'avoue que je l'ai mal vécu et je lui en voulais presque, alors que j'étais contente pour lui à côté, qui progresse, mais en même temps, j'avais envie de lui dire arrête et viens plus à l'athlétisme, quoi. C'est moi qui truste la première place et toi tu restes derrière. Donc Voilà. une petite fierté là quand même derrière tout ça là. Ouais, alors je sais pas si c'est de la fierté. En fait, je suis très contente pour les personnes qui sont à l'athlé quand elles passent devant moi. Voilà, Mais pas lui. j'ai toujours été, ouais, voilà, c'est un peu ça. J'ai toujours été ultra contente que mes copines qui sont à l'athlé ou les personnes avec qui je m'entraîne passent devant parce qu'elles progressent. Mais lui, j'avais un peu plus de mal. Pourquoi? Parce que je m'entraîne depuis 10 ans, 15 ans, et que lui, il est arrivé au bout de 1 an ou 2, et au final, il est à mon niveau, ou même parfois mieux que moi. Et je l'ai mal vécu au début parce que c'est toujours compliqué de se dire bah voilà que moi je m'entraîne depuis 10 ans et que lui me passe devant au bout d'1 ou 2 ans. Je l'ai au fur et à mesure compris et bien sûr bah je suis totalement contente qu'il s'épanouisse dans ce sport et que ça lui aille aussi et qu'il progresse. Mais d'un autre côté, j'avais beaucoup de mal qu'il soit devant moi à une séance VMA par exemple. Est-ce que sur les trails, vous envisagez de partir de façon commune et conjointe sur la ligne de départ? Alors, bah, c'est drôle, le trail du Loup Blanc, on part toujours à peu près à côté, mais en fait, vraiment, c'est la hargne, c'est celui qui arrive premier, c'est assez drôle et on aime bien ce petit jeu et c'est vraiment pas pour dire je suis passé devant toi ou autre. Faut savoir qu'on a 2 profils très différents. Lui a plutôt un profil qui est quand même lourd, il fait 1m90. Moi, j'ai un profil léger, je fais 1m56. Donc voilà, on a beaucoup de différences
Et du coup, lui est plus fort sur les courtes distances. Donc, ça va être de la piste, ça peut être également du 5, du 10 km. Mais moi, je suis quand même plus forte encore sur des semi-marathons ou du trail. Donc, notamment quand on fait des côtes sur de la longue distance. Je suis quand même devant lui et donc voilà, c'est souvent un petit jeu entre nous de qui arrivera premier ou non. Et pour la petite histoire, on avait fait un triathlon ensemble, on était partis ensemble côte à côte, on est arrivés ensemble après la natation, on est partis à peu près ensemble pour le vélo. Ce qui s'est passé au vélo, c'est qu'il est beaucoup plus rapide que moi. Et en fait, sur la course à pied, je l'ai vu de loin et je l'ai rattrapé et on a fini quand même le triathlon main dans la main où j'ai quand même voulu lui mettre la raclée au 9e kilomètre, mais il a tenu et du coup on s'est dit bon allez, les 500 derniers mètres on finit ensemble et on finit cette course ensemble. Bon, je retiendrai quand même, j'ai voulu lui mettre la raclée. Mais donc pas de scène de ménage à l'occasion de cette course ou de sortie. Ça reste quand même le côté plaisir de pouvoir partager avec son conjoint ce genre de sortie running. Totalement. En fait, je vois pas pourquoi se prendre la tête là-dessus. C'est du sport, c'est seulement du sport. On est seulement amateur, c'est seulement du plaisir. Donc pourquoi se prendre la tête là-dessus? Il y a pas mal de femmes qui viennent me voir et qui disent je cours avec mon mari ou mon copain, mais en fait j'arrive pas à le suivre. Et personnellement, même quand on n'a pas le même niveau, ce qui se passe en club d'athlétisme, quand on fait les footings, on les fait tous à la même allure. Donc moi, je suis un petit peu contente que mon copain, on ait à peu près le même niveau pour lui montrer que je suis là et je peux le suivre quand il faut. Il faut pas qu'il me montre qu'il est non plus fort également que moi et que on a chacun son mot à dire sur des distances différentes. Donc voilà, ça nous va parfaitement comme ça. Alors Marine, avant de conclure l'épisode, j'ai une traditionnelle question. Quel serait pour toi un moment à côté de tes pompes, en dehors de toute activité sportive? En dehors de toute activité sportive? Quelque chose que tu aimes faire quand tu es à la maison, quand tu es à l'extérieur, mais c'est pas du sport. D'accord, ok. Alors, c'est difficile de trouver du temps à côté de mes pompes. Ce que j'aime faire, c'est vraiment voyager quand même. Voyager et également, ce que je me rends compte de plus en plus, c'est de préparer des voyages, de me poser également devant ma télé, de regarder YouTube et de regarder des vlogs voyages. Voilà, je suis également beaucoup type YouTube, type vlog. Et puis ouais, comme je te disais, c'est vraiment voyager, découvrir de nouveaux pays, mais découvrir également la France. Donc voilà, je pense que c'est ça à côté de mes pompes, même si j'amène sûrement mes pompes en voyage. Alors, si les gens veulent venir à toi, te poser des questions, par quels moyens on peut le faire? Instagram, c'est le plus simple? Instagram, c'est le plus simple. Et puis, pourquoi pas me suivre sur ma petite chaîne YouTube qui commence, où je ne suis pas spécialement régulière. Enfin, voilà, je fais 2 vidéos par mois. Donc, voilà, c'est régulier, mais j'en fais pas énormément. Donc, c'est Cours Petite Tomate, sans le E du premier E de petite. Et voilà. Et sur Instagram et sur YouTube. Alors, quel sera ton programme sportif pour les mois à venir, pour ce premier semestre 2023? De la route et le trail un petit peu plus lointain. C'est ça. Alors, je vais faire déjà, je vais continuer les crosses. Donc là, les prochains, c'est les quarts de finale et ensuite il y a les demi-finales. Même si je suis qualifiée pour les France, comme ce qui s'est passé pour les derniers cross, donc il y a 1 an ou 2 ans, je me rappelle plus exactement avec le Covid, mais je suis déjà allée 2 fois aux France de cross. Je n'irai pas cette année parce que je serai en prépa semi-marathon et marathon. Donc c'est un peu, je le dis avant de l'annoncer sur Instagram, mais je vais faire le semi de Lille, qui est un semi qui est labellisé et qui est également labellisé
international, il me semble. Donc voilà, ça pourrait me permettre peut-être ensuite de me qualifier pour le marathon de New York avec mon temps. Donc voilà, j'ai vu ça sur leur site, sur le marathon de New York, donc ça pourrait être intéressant. C'est pour ça que j'ai choisi le semi de Lille, et puis également, comme je te le disais, parce que j'aime beaucoup voyager et que je connais pas cette ville. Et ensuite parce qu'il est roulant et que pourquoi pas descendre ce chrono également sur cette distance. Ensuite, le marathon, je vais faire un marathon, je n'en ai pas encore parlé, mais c'est en avril, voilà, pour donner, c'est pas le marathon de Paris comme tout le monde me dit, mais voilà, j'ai un marathon en avril qui est prévu. Et pareil, je vais énormément partager sur cet événement et j'ai très très hâte. Je vais bientôt, de toute façon, j'aime pas faire durer le suspense, mais je vais bientôt en parler sur mes réseaux quand je commencerai la prépa. Et ensuite, ça va être, je pense, des trails. Je ne sais pas trop encore, je n'ai pas de dossard, je n'ai rien pour l'instant, donc je peux pas parler, mais je pense que j'essaierai de passer au-dessus du 40 km en trail, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je sais que j'aime connaître mon corps et découvrir mon corps sur des disciplines qui sont plus longues. Donc voilà, pourquoi pas tester un peu plus long et pourquoi pas tester de nouveaux trails pour voyager également. Donc un programme bien chargé avec encore beaucoup de courses à pied. Moi, je te remercie, Marine, d'avoir accepté l'invitation du podcast aujourd'hui. J'incite les gens à venir te contacter s'ils ont des questions, des choses à échanger avec toi. Je te souhaite un bon début d'année 2023. Merci beaucoup, à toi aussi. Ciao. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.